Merci beaucoup. Débat pour la nation avec Alain Boulodjoua. Nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par l'assassinat des chérubins au Kende. Moïse Katumbi à Kinshasa. Il mène des démarches pour que les enquêtes se déroulent de manière très indépendante et que les auteurs, les responsabilités soient établies et que les auteurs répondent de leur forfait. C'est très triste quand je vois la manière dont les histoires se passent dans ces pays. J'ai vu hier, je pense, une communication d'un monsieur. Jusqu'à présent, il n'y a aucune commission, ignorée, ces mesures conditionnelles, aucune commission sérieuse pour mener ces enquêtes. Donc on ne sait pas comment est-ce que nous sommes en train de naviguer pratiquement à vue. Nous allons marteler là-dessus avec Alain Boulodjoua, question de voir exactement comment est-ce que cette commission doit être constituée, de qui, est-ce que selon ces informations, il y a déjà une commission mise en place pour ces enquêtes. Est-ce que cette commission travaille vraiment de manière à respecter les normes? Nous allons également placer un point sur les taux d'échange. Comme vous le savez, il y a très bien certaines mesures prises hier par le président de la République en réunion avec des ministres. Nous allons revenir sur ça. Déjà hier matin, les taux ont commencé à baisser un peu dans certains coins, 23, 24. Nous allons parler de ça. Pourquoi ne pas évoquer les processus électoraux? Selon Nicolas Kazadi, le processus électoral en cours est l'un des meilleurs processus électoral que la République démocratique du Congo pourrait connaître. Nous allons parler de tout ça. Pourquoi ne pas évoquer également la situation de nos frères à l'est du pays qui continuent de mourir matin, midi, soir? Alain Boulodjoua, président Les BAT, comment vous allez? Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Dieu fait grâce, ça va. Bien que nous sommes un peu secoués, mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Alain Boulodjoua, selon des informations, Alain Boulodjoua dans des cours et tribunaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà la fin? L'affaire est fixée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, l'affaire en instruction. En instruction, ah d'accord. Je crois que je dirais le magistrat voudrait assez que l'instruction soit secrète. Exactement. Il ne veut pas qu'on en parle. Les lois du pays. Il ne veut pas qu'on en parle, mais ça dépend des dossiers. Il ne veut pas qu'on en parle, donc je préfère ne pas en parler pour l'instant parce que j'ai eu à le faire. Mais ce qui est vrai, c'est Madame Acacia qui m'a porté plainte parce que j'insistais sur... L'ex-ministre j'insistais, d'ailleurs je ne l'ai même pas cité en tant que personne. Ouais. Je n'ai fait que relater les faits parce qu'on parlait de la problématique de la subvention de pétroliers. Ouais. Et donc, elle n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Et je ne sais même pas si elle avait suivi. Et je doute fort. Elle n'avait pas bien compris ce que j'avais dit. Et donc, voilà. Et comment est-ce qu'elle pourrait vous... Elle vous accuse, mais elle n'aurait pas suivi l'émission d'après? Non, au fait, le problème, c'est qu'on ne s'attardait pas sur la personne du ministre de l'économie. Ah, d'accord. On s'attardait sur la pratique. La pratique, ah, d'accord. Voyez-vous? Et elle a confondu la pratique parce que, personnellement, je ne soutiens pas la rétrocommission. Je ne suis pas d'accord. Le président avait dit que oui, ça c'est lui. Ça devient ça c'est lui. Oui, il a dit que c'est normal. Il a dit que c'était normal, c'était légal. Moi, je considère pour ma part, pas seulement en tant que Congolais, mais en tant qu'économiste, ce sont deux choix contradictoires. Et donc, j'ai fustigé ça, mais j'avais pris, à titre d'exemple, deux cas. Le cas de 2019 avec Kamere et le cas de 2021 avec Madame Acacia. C'était juste ça. Merci beaucoup Alain Boulodjoua. J'espère que la suite sera très favorable Alain Boulodjoua parce que j'ai constaté pratiquement la population serait derrière vous. J'ai vu une mobilisation tous azimuts dans les réseaux sociaux. Également moi personnellement j'ai communiqué sur ça. J'ai reçu beaucoup. Merci beaucoup. Des messages là-dessus. Des gens voudraient en savoir beaucoup plus. C'était tous les jours, à chaque seconde que les gens me posaient des questions. Alain Boulodjoua l'affaire est maintenant à quel niveau? Là, je pense que vous avez des précisions. Alors, Alain Boulodjoua, on parle de l'assassinat des chérubins au Kende. C'est vrai que pratiquement une semaine déjà en temps, parce que c'était les jeudis
jeudis, oui, les jeudis, j'étais ici en plein plateau. Alors, en temps, pratiquement une semaine, on ne revient pas sur les circonstances de la mort. C'est vrai que dans vos livres, vous pourriez revenir, mais les gens se posent des questions. Jusqu'à présent, je ne sais pas si, d'après vos informations, vous pourriez me contredire, est-ce qu'il y a déjà une commission d'enquête normalisée pour ces cas, ou bien les gens ne sont que les gens ne naviguent qu'à volo, et même les responsables? Bon, je voudrais d'abord circonscrire l'événement en citant peut-être certains acteurs qui doivent intervenir. M. Cherubin Okende a plusieurs familles. C'est-à-dire? Il a une famille biologique, il a une famille sociologique et historico-sociologique, il a une famille politique, il a une famille professionnelle, si on peut le dire, parce que c'est un avocat. Et certainement on peut considérer son appartenance au niveau institutionnel. C'est un député, il est membre d'un parti politique, c'est un citoyen congolais, c'est un Quinois, membre de la communauté de Ngalema parce qu'il habite notre commune. Il est député élu de la circonscription de Lukunga. Donc il y a plusieurs échelons de personnes qui attendent à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Et vous insinuez quoi en disant ça? Non, mais j'insinue qu'effectivement, il y a des gens qui attendent que la lumière soit faite sur l'affaire. C'est un ancien ministre. Ouais. Et dans ce que nous avons comme information, déjà là, jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité de l'État est déjà établie. Parce que l'État, je l'ai dit. Les enquêtes sont en cours. Non, mais la responsabilité de l'État est déjà établie parce que l'État a notamment pour mission de sécuriser les Congolais. Et fort malheureusement, d'après ce qu'on nous présente, parce que personnellement, je ne suis pas convaincu de la raison de la mort, au regard de tout ce qu'on nous dit, on veut nous faire croire qu'il a été fusillé, il a été assassiné par arme, mais jusque-là, personnellement, je n'ai pas la certitude. La Cour a dit parce ça. Que non, mais je ne veux pas. Non, mais moi j'ai dit, tant que le médecin légiste n'a pas donné son rapport détaillé de la raison de la mort, je préfère ne pas en parler. Mais ce qui est vrai, on a trouvé les stigmates ou les impacts des balles. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été tué par balle. On doit nous certifier qu'il a été tué par balle ou par un autre moyen. En ce moment-là, on saura fixer le degré de la responsabilité de l'État. S'il a été tué par balle, cela veut dire que la circulation des armes dans notre pays, dans notre ville, n'est pas bien gérée par l'État. Parce que l'arme est supposée être détenue soit par un militaire, soit par un policier ou les agents des services, ou soit par quelqu'un qui est détenteur d'un permis de port d'armes. On parlerait d'une arme qui se trouverait dans son véhicule, l'arme de son garde. On a retrouvé l'arme? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est cette arme qui a été utilisée pour l'abattre? Là, on ne sait pas. Non, mais voilà pourquoi je dis... Ils ont seulement dit qu'ils ont retrouvé l'arme. Oui, mais ils n'ont pas certifié si c'est cette arme qui l'a abattu, qui l'a tué. Allons-y. Ce qui veut dire que les enquêtes viennent à peine de s'ouvrir. Oui. Nous ne sommes pas encore arrivés à tirer des conclusions et sous fond des éléments probants. Parce que les indices tels que présentés ne peuvent pas nous garantir de la certitude de ce qui est dit. Parce qu'au regard de l'approche empirique utilisée par le service, on peut croire d'emblée qu'il a été tué par balle. Or, les gens qui se sont présentés là, ils n'ont fait que le constat. Exactement. Ils ne sont pas allés en profondeur. Parce que s'il y a un impact de balle dans son corps, l'arme, la balle qui est dans son corps doit être extraite et on doit savoir si ça vient de quelle arme. Si on trouve une arme dans sa voiture, cela ne veut pas dire que c'est cette arme qui a été utilisée. Même si c'est l'arme qui a été utilisée, comment la personne qui a tiré, qui a appuyé sur la gâchette, est-elle arrivée à avoir cette arme? Et comment Okende s'est retrouvé dans ce coin-là pour être abattu? Il y a beaucoup d'éléments, d'informations qui nous échappent encore. Exactement. Ce que nous apprenons,
il a été invité par la Cour constitutionnelle, ça c'est ce qui s'est dit. La Cour a invité Okende. Il a été invité. Pour les jeudis. Il a été invité à la Cour constitutionnelle. Et Okende était parti les mercredis. D'après ce qu'on nous dit, il aurait appelé le magistrat qui l'avait invité. Loumou, je pense. Et le magistrat a effectivement reconnu qu'ils se sont échangés. Ils ont échangé le mardi. Mais les magistrats ne seraient pas au courant que Okende pourrait arriver les mercredis. Okende a dit qu'il va envoyer son garde pour déposer la lettre pour les reports. Oui, les reports. Comme le programme était fixé pour les jeudis, oui. On sait que quand on veut reporter, ça doit se faire au moins 24 heures avant. Oui. C'est-à-dire que certainement que M. Okende devait répondre le mercredi pour que le magistrat instructeur sache déjà qu'il ne sera pas disponible les jeudis. D'après les informations nous fournies, je ne sais pas si c'est le garde du corps, mais il s'est présenté comme son garde du corps ou quelqu'un de confiance, effectivement, dit que M. Okende s'était déplacé, mais n'est pas descendu de son véhicule. Il a donné la réaction, sa demande, la lettre, pour aller déposer. Et d'après ce qu'on nous dit, il y a des éléments de preuve que le monsieur était effectivement arrivé à la Cour constitutionnelle, qu'il aurait déposé la correspondance, et lui insiste sur le fait qu'il est venu avec le véhicule de M. Okende, et probablement, M. Okende était le conducteur parce que le chauffeur serait chargé d'arriver à l'IPEN où nous habitons. Effectivement. Ce qui veut dire qu'au regard de toutes ces informations, il a foulé ses pieds dans l'enclos de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous? Après 16 heures, le monsieur est revenu au niveau de la Cour constitutionnelle pour justement demander si les services auraient vu M. Okende. Parce que depuis qu'il est sorti de la Cour, il n'est pas arrivé à entrer en contact avec lui, ni au téléphone, ni physiquement. Le lendemain, on apprend qu'il a été abattu. La question, avait-il le même vêtement? Était-il habillé de la même manière? Si oui, et donc, cela sous-entend qu'il n'est pas arrivé chez lui. Ouais. S'il n'est pas arrivé chez lui, entre les temps où il était à la Cour constitutionnelle jusqu'au temps où il a été abattu, où il a été retrouvé mort, pendant cet espace de temps, il était quelque part. Exactement. Comme il n'était pas chez lui, donc il était quelque part. Alors, on doit enquêter sur où il était pour nous permettre justement de savoir qui sont intervenus pendant ces temps et qui étaient en contact avec lui. Il a un téléphone, il a un véhicule, il y a certainement des gens qui ont vu. Ce que moi j'ai compris, c'est quoi? Pendant ces laps de temps, il y a certaines informations qui ne veulent pas être prises en compte, soit par le service ou soit par les autres parties. J'ai entendu quelqu'un dire entre 16h et 17h, je dirais à partir de 16h, ils ont vu Okende au niveau de la Cour constitutionnelle et il était approché par des jeunes et il y a eu quelqu'un qui a eu même à échanger avec lui pendant ces temps-là. Et cette personne apparemment confirme qu'il y avait effectivement un commando qui est arrivé là et qui l'a pris. C'est ce qui se raconte. Non, mais ce monsieur a fait sa déclaration. Voyez-vous? Il a fait sa déclaration. Nous prenons tous les éléments d'information, nous fournissons, et comme ça, on va tirer des conclusions quant à ce. Ce monsieur confirme qu'il était là lorsqu'on l'a amené. Et parmi les personnes qui étaient là, parmi les services, il a reconnu des hommes armés en civil et il a reconnu la garde républicaine parmi les personnes qui auraient agi dans cette opération. Il a pu identifier les véhicules et donc, au regard de tous ces éléments, la responsabilité de l'État est déjà établie par le fait que l'État était incapable de les sécuriser, mais en même temps, c'est dans une zone qui est supposée être plus sécurisée que les opérations se sont passées et on citerait déjà les agents des services avec une identité qui est déjà connue parce que la garde républicaine a une particularité par rapport à sa tenue.
qui la différencie des autres départements, des autres brigades de l'armée. Donc, on a su identifier des services et nous attendons maintenant que les enquêtes puissent nous dire si effectivement toutes ces informations sont à confirmer ou à infirmer. En ces moments-là, on va savoir quel est le degré de la responsabilité. Mais la responsabilité de l'État est déjà connue parce que les services ont été défaillants. Voilà. Madame Bolodjo, est-ce que vous faites foi toujours à ces enquêtes? Moi, la question que je vous ai posée, si vous êtes au courant de cette commission d'enquête qui serait établie, est-ce que vous avez foi de cette commission, de ces enquêtes? Aussi longtemps, nous savons dans notre pays que des enquêtes sont toujours comme ça. Pratiquement, on commence et puis on n'a pas de résultats. Hein? Bon, vous savez, personnellement, personnellement, je n'ai pas confiance en la justice de mon pays. Le président également l'a dit. Oui, en ce qui le concerne, je m'en fous. Parce qu'il est le magistrat, il est supposé être le magistrat suprême. C'est lui qui devrait en réalité mettre en musique tous les instruments pour que nous arrivions à avoir une bonne justice. Et ça fait partie de ses missions. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Si vous allez dans l'approche financière, vous allez vous rendre compte que le cours des tribunaux n'ont pas assez de moyens comparativement à la présidence, qui est aussi une institution, comparativement au gouvernement, au Parlement. Le cours des tribunaux n'ont pas assez de moyens. Mais aussi, il y a immixtion dans la fonction du magistrat, du juge, justement parce qu'il y a politisation. Alors que la Constitution voulait assez que le cours des tribunaux soit indépendant, aujourd'hui, nous assistons à une caporalisation en outrance. Et donc, à ces moments-là, les discours de M. Félix Tshisekedi apparaissent, de mon point de vue, farfelus, et ça n'a même pas de raison d'être. Ce qui est important, c'est de savoir que la procédure a été enclenchée. La procédure a été enclenchée, effectivement, parce que le cours des tribunaux ont pu envoyer des enquêteurs sur place. Voyez-vous? Certainement qu'il y a déjà un dossier qui est ouvert au nom de M. Chérubin Okende. Mais ce sont les individus qui posent problème. Ce n'est pas l'organisation de la justice. On doit faire la nuance. Ce n'est pas l'organisation de la justice qui pose problème. Ce sont plutôt les animateurs, les intervenants, les acteurs qui posent problème. S'il y a un dossier qui est ouvert, ça va aboutir certainement. Personne ne sera, on va certainement chercher à innocenter des gens, mais ça sera difficile de nous dire qu'Okende n'est pas mort. Nous savons qu'il est déjà mort, voyez-vous? Parce que nous tous, nous avons la certitude qu'il y a eu assassinat. Que ce soit ceux du pouvoir, que ceux de l'opposition, et même de la société civile, tout le monde sait qu'Okende a été abattu. Je prendrai le risque de dire, à cause des insuffisances de l'État et à cause de l'intolérance de certaines personnes. Alors, ce que nous devions faire, c'est de renforcer les structures chargées d'enquêter et les structures chargées de dire le droit. C'est là maintenant les débats. Parce que sur le plan interne, nous savons comment on peut traficoter avec la justice. Il y a de ceux qui ont la capacité de brouiller les pistes, qui ont la capacité d'étouffer les indices, qui ne sont pas, ils ont la volonté de ne pas dire le bon droit. Nous, en tant que société, nous devons faire pression. Voyez-vous? Vous prenez l'exemple de son parti politique, vous avez sa famille biologique, sa famille historico-culturelle. Tous ceux qui peuvent intervenir ont l'obligation d'intervenir. Et d'ailleurs, je profite pour saluer le courage de sa famille qui aurait porté plainte, d'après ce que j'ai appris. Qui a porté plainte? Effectivement, qui a porté plainte. C'est-à-dire que le dossier n'est pas seulement par la volonté. La famille a besoin. Parmi ces enfants, il y a de ceux qui sont en train de faire le droit. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il a eu à préparer ses enfants. Il a une famille biologique au-delà de ses enfants. Il a des frères, il a des sœurs, il a des cousins, des cousines. Il y a nous qui sommes de sa famille historico-sociologique et donc nous sommes là pour accompagner. S'il y a un élément du système judiciaire
qui arrivent à empêcher à ce que la lumière soit faite, on va les déclasser. Alors, Alain Bolo-Djoua, on arrivera à comment est-ce que vous analysez les présidents, en fait, au nom du gouvernement, l'État congolais est disponible à l'expertise internationale, les Sud-Africains, des Américains, des Français, pourquoi pas, ainsi de suite. Comment vous voyez cette demande du gouvernement? Bon, en fait, il y a à boire et à manger dans ce qu'ils font. À un certain moment, ça donne l'impression d'une sorte de panique. Des paniques? Apparemment, ceux que vous appelez dirigeants sont paniqués. Voyez-vous? Ils doivent certainement se reprocher de quelque chose. Mais pas soit qu'ils seraient accusés par la clameur publique. Non, mais ils ne pouvaient qu'être accusés, cher ami. Parce qu'on a utilisé des balles, on cite des hommes en uniforme, et on dit qu'il aurait été enlevé au niveau de la Cour constitutionnelle. Naturellement, la responsabilité de l'État est déjà établie. Voyez-vous? L'État cherche maintenant à se dédouaner ou à réduire les effets de son implication. Parce que l'État est intervenu dans ce qu'il y a comme situation. Parce que les gens déjà se posent la question par rapport à l'opportunité de l'invitation. Voyez-vous? Mais aussi, les gens se questionnent sur le caractère confidentiel des échanges qu'il y a eu entre M. Chéribin Okende et le magistrat qu'il a invité. Si les services savaient que M. Chéribin Okende viendrait au niveau de la Cour constitutionnelle et que c'est sur base de ces informations qui se sont préparées, eh bien certainement, dans le service de la Cour constitutionnelle, il y a quelqu'un qui aurait donné, n'est-ce pas, cette information au service pour qu'il sache qu'effectivement, il sera là. Parce que les services ne sont pas omnipotents. Exactement. Voyez-vous? Ils ne sont pas omniscients non plus. Ils se nourrissent des informations leur fournies par des gens. Qui a dit au service qui viendrait là? Mais personne ne savait qu'Okende pourrait être là. Hein. Selon les magistrats, ils n'étaient même pas au courant de sa présence à la Cour constitutionnelle. Non, le magistrat savait qu'il allait envoyer quelqu'un. Exactement. Alors, s'il allait envoyer quelqu'un, peut-être aussi il savait qu'Okende viendrait pour déposer. Parce que l'option de venir déposer a été levée par Okende avant qu'il ne quitte sa maison. Voyez-vous? Il avait la possibilité d'envoyer le monsieur avec la correspondance en taxi. Mais c'est décidé de venir l'accompagner. Les magistrats, ils savaient que c'était son garde-corps. Et puis, Okende était là déjà vers 10 h. Et puis, ils sont revenus à 16 h. Non, mais le problème, c'est que il faut que l'on confirme qu'il était là. Je pense qu'il y a possibilité. Il y a possibilité de le faire si nous voulons appliquer la nouvelle technologie. Je doute fort que dans l'enclos de la Cour constitutionnelle, qu'il n'y ait pas de caméra pour filmer le parking. Je doute fort. Il faut qu'il y ait une caméra, parce que je ne pense pas que nos services sont aussi poreuses, nos institutions sont aussi poreuses, où quelqu'un peut venir dans l'enclos sans être identifié avant d'entrer dans le bâtiment. S'il y a des caméras en interne, on suppose qu'en dehors du bâtiment, il faut qu'il y ait des caméras pour qu'il y ait une sorte de vue panoramique de tout ce qui s'est fait. Parce que même le procureur ou le magistrat, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent au niveau du parking, certainement qu'il y a une présence policière. Il y a des policiers. On doit savoir ces véhicules qui arrivent appartiennent à qui. On doit savoir qui est là. Parce qu'on peut aussi piéger le véhicule et on peut faire exploser et par la suite. Parce que nous sommes dans une institution qui est excessivement sensible. Si on n'a pas de vidéos à ce niveau, là où il était abattu, là où on prétend l'avoir trouvé, où il serait abattu, eh bien, on peut aussi retrouver parce que c'est un service. Certainement qu'il y a des caméras. On saura s'il a été filmé ou pas, comment le véhicule est-il arrivé là. S'il n'y a pas de caméra, il y avait quand même de policiers. On saura si les balles ont commencé à être tirées, à quelle heure. On peut avoir une idée sur le type d'arme qui a été utilisé. Donc, tous ces éléments-là, c'est possible. On a trouvé des douilles. Des douilles, il y en avait. On peut savoir quelle arme a tiré
et on peut faire le traçage de qui a tiré ou de quelle arme. Donc tous ces éléments-là peuvent être mis à la disposition. Alors, lorsque vous insistez sur l'acceptation du gouvernement, l'expertise internationale, de l'expertise internationale, cela veut tout simplement dire ni l'opposition, ni la société civile, ni le pouvoir, personne n'a confiance en notre justice. Oh, ni les pouvoirs. Non, mais effectivement. Les matériels, non, les équipements. Non, mais ils insistent sur l'expertise extérieure parce que nous n'en avons pas. Exactement. Ou sinon parce qu'on ne veut pas la consommer. Voyez-vous? La crédibilité également. La crédibilité. Ils veulent à ce qu'il y ait une sorte de transparence. Le choix de ces services ou de ces services indépendants qui sont appelés à venir doivent nous garantir que effectivement le travail sera bien fait. Ils veulent faire recours aux Américains et tout ça parce que justement il y a eu une demande. Les gens ont demandé parce que personne n'a confiance. N'oubliez pas que l'État lui-même est soupçonné. Ouais. Voyez-vous, l'État est soupçonné parce que d'après les informations en notre possession, ce sont les agents de l'État qui ont commis les crimes. Jusque-là. C'est à eux maintenant de nous démontrer qu'ils ne sont pas impliqués. Voyez-vous? Et donc, le travail est encore à faire. Cela relance les débats, effectivement, sur la qualité de nos services et de notre justice. Si nous voulons bien faire les choses, organisons-nous. Faisons en sorte que nous ayons effectivement des services à même de faire ce genre d'enquête. Là, c'est parce que c'est au Kende. Mais pour les autres Congolais, on fera quoi? Heureusement, peut-être dans son parti, il y a possibilité d'entrer en contact avec les autres administrations pour faire pression. De bouger les lignes. Mais le Congolais lambda n'ont pas les garanties. Là également, Moïse Takin, il a vu la MONUSCO, il a demandé à la MONUSCO de s'impliquer. La MONUSCO pourrait agir à quel moment? Bon, tous ceux qui viendront, c'est juste pour renforcer la procédure d'enquête. Voyez-vous, toutes les informations doivent être versées au dossier au niveau de la justice. Voilà pourquoi je voudrais interpeller tous ceux qui se sont impliqués dans ces dossiers. Nous avons plusieurs niveaux. Au niveau de l'instruction, il y a des éléments d'information qui doivent être fournis. La justice a besoin de l'avis technique des experts en matière de l'autopsie, des experts en matière de la balistique. Il y a beaucoup d'éléments d'information. C'est à ce niveau-là que ces experts peuvent intervenir. On doit savoir quand est-ce qu'il a été tué, si la raison de la mort était suite au tir de balles, s'il a été torturé, parce que cette thèse apparemment est aussi développée, d'après une certaine source ou une certaine opinion, on pense qu'il a été enlevé, torturé, et c'est pendant la torture qu'il serait décédé. Alors, pour maquiller, on aurait tiré par la suite. Parce que la thèse telle que développée par une certaine opinion, il trouve aberrant que quelqu'un qui a subi, qui a été tiré par balle, en réalité, le sang devait avoir éclatement du sang. Ils ont trouvé pas normal que le sang se retrouve que sur le corps de la victime et non sur le véhicule. Voyez-vous, toutes ces questions-là doivent être éclairées. Parce que si cela n'est pas fait, ça va poser problème. Ceux qui viendront auront certainement à nous donner l'angle des tirs, la balle qui a occasionné la mort, comment cela a été tiré, quel type d'arme qui a été utilisé, et la précision en termes de temps. Il a été tué entre quelle heure et quelle heure, et on pourra même aller au-delà, voir le trajet. Au regard de la qualité du véhicule, on saura s'il a fait quel trajet, s'il était effectivement au niveau de la cour constitutionnelle, s'il avait fait une escale quelque part, et probablement on saura, on arrivera à voir tous ces éléments-là. Mais n'oubliez pas, dans le service, il y a aussi de ceux qui, s'il y a eu
intervention des services, il y a de ces Congolais qui n'accepteront pas d'endosser la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont certainement des garanties. Voyez-vous? Ils ont certainement des garanties. On leur dit, voilà, comme vous avez bien agi, vous avez obtempéré aux ordres manifestement illégaux et tout ça, on vous garantit une certaine protection. Mais lorsqu'il y aura une institution indépendante pour les enquêtes, en ce moment-là, ces murs-là qui est érigé sera brisé. Ah, d'accord. Voyez-vous? Parce que là, ils ne seront pas sous l'influence des institutions ou des animateurs, mais plutôt sous l'influence de la commission qui sera mise sur pied. Je ne pense pas que les experts étrangers viendront ici pour tempérer aux ordres de M. Félix Sekedi ou de tous ceux qui seraient partie prenante à la crise. Ils viendront effectivement pour dire ce qui s'est réellement passé. Ils vont faire leur rapport et probablement qu'on aura accès à ces rapports parce que, n'oubliez pas, on peut faire le rapport et le rapport peut être étouffé. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit la mort, telle qu'on l'a dit, vient de la suite du comportement du pouvoir, ou soit d'une autre personne, pourquoi pas l'opposition. Voyez-vous, d'après ce qu'on nous dit, apparemment, les gens soupçonnent aussi son parti. Donc, il y a deux tendances. Mais on peut trouver, soit c'est le pouvoir, soit le parti, ou soit une tierce personne. C'est possible. Ce que nous voulons, il faut qu'il y ait transparence. Que ces rapports soient rendus publics. Si on ne va pas le mettre à la disposition de tout le monde, mais au moins aux intervenants, aux parties prenantes, pour que nous sachions ce qui s'est réellement passé. Et pendant le procès, chacun aura à utiliser ces informations justement pour que le droit soit dit. Donc moi je pense que s'il y a une commission mixte ou indépendante, ça va nous garantir de la traçabilité parce que personnellement, je ne fais pas confiance à ces institutions. Alors, Alain Boulodjoa, la Cour a dit qu'il y a déjà un suspect aux arrêts. Il s'agirait, selon les informations de son garde du corps, et au nom de Nico Kabunda, selon les informations, qui seraient même les frères à l'épouse, à la veuve des chérubins au Kende. Mais comment est-ce que vous analysez cette réaction de la Cour? Il y a déjà un suspect aux arrêts. Vous pensez que c'est expéditif ou bien c'est logique? Bon, personnellement, je pense qu'il ne pouvait qu'être parmi les suspects. Ah, d'accord. Parce qu'il était le dernier à l'avoir vu. Voyez-vous? Ouais. Si la thèse de son absence à la cour peut être prouvée, il est le premier suspect. Mais si la thèse de sa présence à la cour est confirmée, il n'est pas le premier suspect, il reste un renseignant. Voyez-vous, on doit faire la part de choses. Allons-y. En réalité, lorsque vous avez été en contact avec quelqu'un qui est décédé après vous, vous êtes le premier suspect. Mais attention, au pays, ici, dans notre pays, c'est possible d'être suspect, innocent, mais on vous crucifie justement pour vous faire porter le chapeau. Parce que quelle est la Libye? Quelle est la Libye? Quelle est la raison? Comment pouvait-il utiliser et comment pouvait-il arriver là? Qu'est-ce qui peut motiver, justifier cela? Parce qu'à 16 heures, s'il n'était pas avec Okende, mais il était au moins au niveau de la Cour constitutionnelle. Ouais. Alors, là, quand est-ce que lui est entré en contact avec Okende? Soit si Okende était tué avant que lui n'arrive à la Cour constitutionnelle, on peut se dire, voilà, il aurait tué avant, et après, il a fait semblant de venir déposer. Pendant que lui, il était au niveau de la Cour constitutionnelle, si Okende n'était pas là, ça dit que c'est après. Il est intervenu après. Il était certainement avec Okende. La famille doit nous rassurer, si Okende, au niveau de Poilou, il était où? Voyez-vous? S'il avait des contacts, parce que les gens doivent nous fournir des informations. Était-il quelque part en dehors du garde du corps? Qui l'avait vu? S'il était vers Kingabois, où il était en contact avec quelqu'un, que la personne nous dise effectivement, de minuit à 5 heures, il était avec son garde du corps. Parce que nous ne pouvons pas aussi les dédouaner. Ah, d'accord. Nous ne pouvons pas aussi les dédouaner. Mais nous ne pouvons pas non plus dire
qu'il est responsable de la mort. Voyez-vous? On doit rester neutre sur cette question. Parce que si ils étaient quelque part, lui et son chef, parce que quel que soit son degré de familiarité avec Okende, il est son garde du corps. Voyez-vous? Il peut être son beau-frère, il peut être son ami, mais là, il était son garde du corps parce qu'il était porteur d'une arme. Ouais. Il est certainement policier. Voyez-vous? Ouais. En tant que tel, s'il y a un témoignage qui démontre qu'entre minuit et 5 heures, avant que Okende ne soit tué, il était avec lui, en ces moments-là, toute la responsabilité va lui incomber. Mais si lui n'était pas avec Okende, entre 16 heures et 5 heures du matin, on doit savoir où Okende était parce qu'il ne pouvait pas être et à la cour constitutionnelle et en même temps avec Okende. Exactement. Mais ce qui est sûr, selon des éléments d'information, il est certifié que des 16 heures jusqu'à ce qu'on a découvert le corps d'Okende, il n'était pas avec lui. Il était en train de chercher Okende même avec Ensemble pour la République, le secrétaire général et sa famille même. C'est ce qui veut dire qu'il ne peut pas être au même moment là où il était avec le parti et en même temps là où on a tué Okende. C'est là la réalité. Entre 16 heures et minuit, s'il n'était pas avec Okende, ce qui veut dire que Okende était quelque part. Exactement. Si Okende n'était pas avec sa famille, avec ses amis, soit il était en cours de route, soit il était quelque part. C'est là où on doit insister. On doit chercher à savoir entre 16 heures et 5 heures, il était où et il était avec qui. Si il était avec le service, parce qu'en suivant la plainte, apparemment les enfants parlent déjà d'une arrestation arbitraire. C'est-à-dire qu'au regard de leurs informations, il y a eu arrestation. Arrestation, oui. Alors, quelle est la raison? Parce que il était invité au niveau de la Cour constitutionnelle pour un dossier de déclaration du patrimoine, d'après ce qu'on nous dit. Ouais. Ce qui veut dire que ce n'est pas une raison d'arrestation. Il ne pouvait être arrêté que s'il n'avait pas prouvé la détention de patrimoine en dehors de ce qui a été déclaré lorsqu'il entrait en fonction. Et cela ne demande pas à ce qu'il soit arrêté par le service. Il serait arrêté par la Cour de cassation parce que n'oubliez pas qu'il est député. Il est député national. Donc, tous ces éléments-là doivent nous éclairer. Fort malheureusement, je constate qu'il y a beaucoup d'agitation. Les gens veulent justifier leur posture, leur position. Et apparemment, cette agitation ne favorise pas la quiétude après la mort d'Okende. Mais Alain Bolodjoa, il y a également des questions, avant l'émission, plusieurs questions m'est parvenues. Enfin, les gens se posent ces questions. Comment est-ce que Okende pourrait obtempérer? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourrait obtempérer si facilement. Il y a des gens qui viennent vers vous, vous êtes dans votre véhicule, et puis ils vous prennent comme ça, et le véhicule, et vous, Okende est un homme très connu, et puis c'est un juriste. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une petite résistance de la part d'Okende? Comment est-ce qu'il pourrait être déplacé si facilement, selon l'opinion? C'est également ça la question. Non, mais attention, il est juriste. Mais donc, il connaît ses droits. Il connaît ses droits, mais qui vous dit qu'on lui a donné la possibilité de faire entendre sa voix? Parce que c'est là où on fait le problème. Ne confondez pas, Okende n'est pas un grand sportif. Okende n'est pas un commando. Voyez-vous? Quel que soit votre degré, quelle que soit votre maîtrise de droit, si vous êtes en face des gens cagoulés, avec des armes, qui vous prennent par la force, qui vous amènent dans leur véhicule et qui prennent votre voiture, ne pensez pas que vous allez agir en tant que juriste. Vous savez, si on pouvait suspecter aussi les gens, c'est la police commise pour la garde de la Cour constitutionnelle. Apparemment, là, on n'en parle pas. Exactement. Parce qu'on suppose que si ces informations-là, ces bribes d'informations peuvent être exploitées, il faut que le garde commis pour la sécurité de ces bâtiments soit aussi interpellé. Peut-être que là, on saura si effectivement il y a eu l'intervention d'un commando. Et lorsqu'il y a l'intervention d'un commando au niveau de la Cour constitutionnelle, le commandant chargé de la sécurité devait s'y opposer. S'y opposer normalement. S'il a tenté de s'y opposer et que les personnes qui s'étaient présentées avaient un ordre de mission émis par un supérieur, ils doivent obtempérer pour ne pas faire obstruction aux opérations de la hiérarchie. Exactement. Ce qui veut dire que ceux qui sont venus intervenir avaient
d'autorité que la garde de la Cour constitutionnelle. Donc tous ces éléments-là, on constate que la justice ne veut pas les exploiter. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, des déclarations, disant qu'effectivement, il y avait des commandos. Qui a exploré ça? S'il y avait des militaires en civil, quel est le service qui se met généralement en civil? Parce que l'armée n'intervient pas en civil. Soit peut-être c'est les renseignements militaires. Si on cite la garde républicaine, on peut directement faire le lien avec l'institution président parce qu'on ne retrouve la garde républicaine qu'à la présidence. Ce n'est pas une brigade accessible à tout le monde. C'est une brigade chargée essentiellement de la sécurisation de la personne du président et de ses dépendants. Ce qui veut dire que l'ordre viendrait effectivement de la présidence de la République. Et donc, moi je pense que nous devons éviter à mettre beaucoup d'émotions, mais sachez-les très bien qu'Okende appartient à une très grande famille. Voyez-vous, appartient à une très grande famille, bien que les gens ne veulent pas s'en rendre compte. Si aujourd'hui, il ne bénéficie pas de la justice, comme ce dossier est imprescriptible, il y aura certainement un dossier contre tous ceux qui sont intervenus et nous pensons qu'ils seront jugés et condamnés tôt ou tard. Mais quand on accuse le pouvoir Alain Bolo-Djoa, les gens se poseraient également des questions. Qui gagnerait les pouvoirs en Djoa qui Chéribon Kende? Non, mais je pense que... Quel est l'intérêt du pouvoir? Non, mais le pouvoir a beaucoup d'intérêt. Peut-être je vais vous surprendre. Est-ce qu'Okende dérangeait-il vraiment? Est-ce qu'Okende dérangeait-il vraiment? Vous voulez que je vous certifie? Allons-y. J'étais en contact avec lui physiquement à 3 reprises et il m'a appelé à plus de 2 fois. Il subissait des pressions, des menaces. Oh, sérieux? Ça, je vous l'ai dit. Avant sa mort? Mais bien avant. Avant que je ne parte pour Zimbabwe. Je l'ai rencontré à 3 reprises. Dans son bureau privé, à 2 reprises. Et puis à Opoeta, une fois. Il était accompagné avec apparemment le membre de son église parce qu'il était vêtu en chemise de pagne de Maria. Voyez-vous? On a eu à échanger. Il m'a appelé à plus de 2 fois pour me dire qu'il subissait des pressions de la part du pouvoir. Et la pression a plus commencé depuis qu'il a pris part à une activité de son parti, je crois à Kisangani ou à Lubumbashi, quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire que là, il subissait des pressions. Je ne dis pas qu'il n'y a que le pouvoir. Mais c'est que vous devez savoir, le pouvoir est stratifié. C'est là la nuance. Voyez-vous? Le pouvoir est stratifié. Le pouvoir est stratifié. Le fait seulement que nous constatons tous que M. Félix Tshisekedi a donné beaucoup de pouvoir au service, apparemment, lui, peut être de bonne foi, mais comme il a donné beaucoup de pouvoir au service, parce que nous sommes là dans un régime militaire, c'est-à-dire qu'on a donné plein de pouvoir. Non, mais il suffit de voir ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit le membre du gouvernement, que ce soit les autres n'ont plus la maîtrise de quoi que ce soit. On a donné beaucoup de pouvoir au service. Il peut aussi y avoir déviation. Parce que chaque fois qu'on est en face d'une telle situation, il y a le fou du roi. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui peuvent agir en électron libre tout en étant du système. Probablement, ils ont des intérêts, ils ont des dossiers que nous ne maîtrisons pas. Certainement qu'ils sont arrivés à l'interpeller justement pour lui faire peur. Et la chose a dégénéré. Peut-être que la hiérarchie n'a pas été informée de la conséquence de ce qu'ils ont fait. Mais probablement, la hiérarchie avait une idée sur la procédure. C'est-à-dire qu'on voulait peut-être le faire peur. Et cela a dégénéré. Aujourd'hui, il est compté parmi le corps sans vie. Donc moi, je pense que nous devons être prudents. Le pouvoir peut aussi avoir des intérêts, pas pour le tuer, mais peut-être pour l'intimider, et par la suite, ça dégénère. Vous savez, la thèse de l'acharnement contre nos amis d'ensemble se consolide au jour au jour. Allons-y. Tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, ça dénote quelque part qu'il y a une volonté de nuire. À qui? J'ai cité ensemble. Vous prenez la question de la nationalité.
précisément pour un individu. Non, c'est pour tout le monde. La question, non, mais suivez leur déclaration. On ne peut pas accepter de voir un monsieur comme Moïse Katoum. Personnellement, moi, Alain Bolodjoa, je ne peux pas soutenir monsieur Moïse Katoum comme candidat. Mais je n'ai pas le droit de lui interdire de postuler si sa maman est congolaise. Voyez-vous? Ah, d'accord. Ça, ce sont des évidences. Il y a eu acharnement. On a mobilisé le Parlement pour faire passer une loi justement pour l'écarter. Il y a eu de campagne contre lui pendant tous ces temps. Il a été menacé à plusieurs fois. Au-delà de ça, on a arrêté ses proches et ses partenaires. Vous avez Mike Mukebai qui a été arrêté pour un faux dossier. Il est en prison. Vous avez ne serait pas un faux dossier. incitation à la haine tribale. Mike Mukebai ne peut pas inciter les gens contre les Baluba. Arrêtons ça. Ça, ce sont des aventures. Et jusque-là, personne n'a montré la vidéo où il a incité les gens à la haine. Condamner le tribalisme n'est pas faire la promotion du tribalisme. Lui-même est impliqué parce qu'il est Luba. Ça, c'est un faux dossier. Vous prenez Escadé là. Il a été arrêté. On a arrêté Franck Diongo qui est partenaire à M. Moïse Katumbi. Ce qui est surprenant. Sans être jugé, il a été libéré. Voyez-vous, vous prenez tous ces éléments, tout ce qu'il y a comme acharnement, intoxication, tout ce qu'il y a comme intox au niveau de réseau, au niveau des informations, on comprend que tout le monde a peur de lui. À raison ou à tort, nous constatons. Qui nous dit que ce n'est pas l'une des raisons où on a tenté de faire pression à Okende? C'est aussi plausible. Parce que le fait seulement il y a acharnement et tout le monde le sait, on voulait l'utiliser. Soit peut-être qu'il a eu à faire de coopération, comme les Kinois aiment le dire, avec le pouvoir, on constate qu'il a une enveloppe conséquente, et ce sont des choses qui peuvent se dire. Je pense, sincèrement, c'est que nous souhaitons qu'on rende justice à notre frère. C'est mon frère. Alors, si on ne veut pas rendre justice, tous ceux qui ont participé dans son assassinat, de manière directe ou indirecte, vont toujours porter la responsabilité. Alors, Alain Bolodjoa, on finit là hier son avocat, l'avocat de la famille, Laurent Onyemba, demandait à ce que tous les gens qui pourraient être cités, soit au niveau des services, démissionnent pour éviter à ce que les indices qu'ils fassent disparaître les indices des preuves, ainsi de suite. On parlerait également de la Cour, des magistrats doivent démissionner. Vous pensez également autant que des gens devraient démissionner pour éviter à ce que des pistes soient brouillées? Bon, la démission, peut-être que ça ne sera pas la meilleure des options pour eux, mais ça serait une bonne chose pour la justice. Il y a possibilité de les suspendre aussi. Prenons le cas, si la Cour constitutionnelle est impliquée, ou bon, pas la Cour, si un certain nombre de magistrats seraient impliqués dans le dossier, il ne peut pas être jugé parti. S'il y a les services, par exemple la DEMIAP ou la garde républicaine, il y a des responsabilités. On ne peut pas demander à toute la garde républicaine de démissionner. On peut isoler les personnes suspectées pour un temps, qui ne soient pas en contact avec les informations, qui ne soient pas en contact avec les indices, parce qu'apparemment les indices ont commencé déjà à être brouillés. Parce que le fait seulement que vous trouvez, il y a beaucoup d'agitation. Il y a même, parce que d'après les juristes, l'instruction est secrète. Comme je vous ai dit dès l'entame, lorsqu'on parlait de la question avec Mme Akassa, l'instruction est secrète. Comme l'instruction est secrète, comment pouvez-vous justifier alors la disponibilité des informations de l'instruction au niveau des réseaux sociaux, au niveau des communicateurs du pouvoir? Comment pouvez-vous expliquer ça? On vous dit, non, il y a une vidéo qui démontre que le chauffeur était bel et bien à la Cour constitutionnelle. Mais comment pouvez-vous être en possession de cette vidéo parce que c'est une pièce, une pièce nécessaire pour l'enquête? Non, il était dans... Comment pouvez-vous avoir toutes ces informations? Soit la Cour constitutionnelle ou les animateurs de la Cour mettent à la disposition de communicateurs du pouvoir des informations pour chercher à se dédouaner. Or, la Cour constitutionnelle n'est pas liée au parti politique. C'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse. Mais nous avons vu, même dans les cas de Salomon, où des communicateurs du pouvoir avaient des informations, même dans les cas de Franck Diongo, où des communicateurs
des informations. Non, mais des informations leur fournies par qui? C'est ça même Ce qui veut dire que le caractère confidentiel de l'inscription, de l'instruction n'a pas été respecté. Parce que ceux qui ont la possibilité d'avoir des informations, soit les services chargés de l'enquête, soit les cours et tribunaux. Alors, si le communicateur du pouvoir peut détenir ou posséder des informations qui ne sont pas encore rendues publiques officiellement, on sous-entend qu'ils sont en train de travailler avec. Donc, le caractère secret de l'instruction n'a pas été respecté. Alors, maintenant, on va se poser la question. Pourquoi doit-on divulguer des informations qui sont supposées être secrètes aux communicateurs? Justement pour influencer l'opinion. Ne peut avoir... C'est ça le but. Hein. Non, mais effectivement, influencer l'opinion et créer un doute sur leur responsabilité. Si vous êtes innocent, si vous n'êtes pas impliqué, pourquoi êtes-vous agité? J'ai vu mon jeune frère Pinda. Apparemment, il apparaît l'homme le plus intelligent de leur réseau. Je peux peut-être les certifier ou prendre les risques de les certifier. Il vous dit qu'il y aurait des tweets vers 14h. Donc, il est faux. Non, mais attendez. Qu'il y aurait des tweets vers 14h annonçant l'enlèvement de Chérubin Okende. Ce qui est surprenant. Allons-y. Personne n'a le courage de lui poser la question s'il peut en avoir. Parce qu'il faut commencer par là. S'il y avait des tweets à partir de 14h, est-ce que la personne ou les personnes qui ont émis le tweet ont-elles supprimé ces tweets? Sinon, ont-elles modifié ces tweets? Est-ce que techniquement, peut-on modifier le tweet qui a été émis vers 14h à partir de minuit? Non. Ou 5h? Non. Sinon... techniquement, c'est impossible. Alors, ce qui veut dire que ce qu'il a dit, ça prouve de l'agitation. Ça prouve de l'agitation. Comment pouvez-vous induire toute l'opinion en erreur sur base d'infos? C'est ça même la grande question. Et qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Ça même. Quelle est la vraie intention? Puis c'est partagé par tous les gens du pouvoir. Non, mais effectivement, je suis sur les réseaux sociaux chaque minute. Tous les chi sont sur les réseaux sociaux, l'ont partagé. Je vous dis, j'ai vu de Benita, de tout ça, ont eu à partager. Et Roséline, ils ont eu à partager et ils ont considéré que c'était une bonne analyse. Je ne suis pas spécialiste en Twitter, mais je me pose la question. Peut-être je n'ai pas cette option. J'ai fait des recherches. J'ai fait les recherches. Je me suis rendu compte que c'était difficile pour nous de modifier nos tweets. Il fallait supprimer. Il y a une nouvelle option qui a été ajoutée qui donnait la possibilité de 30 minutes après. 1 heure du temps maximum. C'est après seulement qu'on a ajouté 1 heure du temps. 1 heure du temps. Mais ce Peter Tiani m'a envoyé son tweet et j'ai vu son tweet vers minuit. Je suis entré parce que je doutais aussi. Voyez-vous? Je doutais de la sincérité de ceux qui ont publié. Je suis allé sur Twitter, j'ai trouvé qu'effectivement, il y a une modification vers minuit. Voyez-vous? Il y a une modification vers minuit. On a annoncé que le tweet a été modifié. Je suis entré maintenant dans le site de Twitter pour voir s'il y a possibilité de modifier 5 heures après. On me dit 31 heures. 1 heure du temps, c'est tout. Ce qui veut dire que sa thèse n'est pas plausible. Moi, Alors, je sais même la question maintenant que l'on doit se poser, pourquoi sont-ils agités? C'est ça la grande question. Et pourquoi ensemble est-il agité? Ce sont là les questions. Moi, je sais même comment voir avec mon Twitter l'heure à laquelle le tweet a été publié. Moi, je le sais. Même si vous modifiez, je le sais. Si vous entrez dans ces tweets publiés, vous entrez dans l'option, vous allez voir les premiers tweets et puis la modification. Donc, tout est clair. Tout Ça, est c'est comme clair. sur Facebook. Tout est clair. Donc, on va vous montrer les premiers tweets et puis l'heure du premier tweet et puis l'heure de la modification. Même si vous prenez les tweets de qui, les captures montées qu'on présente, je prends les tweets d'Élysée Odia. On dit que non, on a essayé de monter une capture là où elle aurait tweeté à 14h. Mais sur le tweet, on a écrit qu'enlevé ce soir. Mais l'heure, il nous présente que non, c'est 14h.
Déjà, quand une personne écrit que non, il a été enlevé ce soir, mais vous montez sur l'heure. Non, vous pensez que ces gens sont intelligents. Déjà, on écrit ce soir, mais l'heure, c'est 14h. Déjà, pour les hommes intelligents, le crime parfait n'existe pas. Et pour les apépristes, vous comprenez? Donc, moi, je pense que toutes ces agitations prouvent à suffisance qu'il y a eu cabale, il y a eu complot pour assassiner Chéribé Okende. Oh, il y a eu cabale, il y a eu... Là, je retiens. Hein. Oui, mais il y a eu cabale, il y a eu complot pour assassiner Chéribé Okende. C'est que nous attendons. Nous n'attendons pas qu'on nous cite le nom. Nous suspectons déjà tout le monde. Mais ce que nous attendons, c'est juste nous dire les degrés de responsabilité. C'est ce que nous attendons. Nous qui sommes de sa famille historico-culturelle, nous avons besoin de savoir qui a tué mon neveu. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, on le fera demain. Alain Bolodjoa, on close ces dossiers, nous tenons vraiment à la fin. Il y a eu aujourd'hui un tweet de Benita Tshisekedi d'État de droit. Selon des informations, ce compte Twitter appartiendrait à une autorité. Les gens, en tout cas, la connaissent, cette autorité. Moi, je ne sais pas. Selon des informations, les propriétaires de ces comptes, là, c'est un sobriquet, Benita Tshisekedi d'État de droit, mais c'est pour une autorité qui tweet ceci, Alain Bolodjoa. C'était depuis hier, apparemment, le 17, hier, ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Depuis hier à 21h30, il a dit ceci. Il faut protéger Peter Tiani. Ceux qui ont abattu Chéribin pourraient soupçonner qu'il en sait trop sur ces drames et voudraient l'éliminer. Comment est-ce que vous... Là, vous êtes entré dans son compte, ou ce sont les captures comme on le fait? C'est son compte. Il a écrit ça à 21h30 minutes. 21h30, avec Benita Tumba. Il dit il faut protéger Peter Tiani. Et ceux qui ont abattu Chéribin pourraient soupçonner qu'il en sait trop sur ces drames et voudraient l'éliminer. Là, c'est un bon conseil. Annonce du journaliste, la mort du journaliste Peter. Non, mais c'est un bon conseil. Il ou elle a raison. Oh, comment ça? Oh, non, mais attendez. Lorsqu'on vous dit que M. Peter serait en danger, parce qu'apparemment, il détient jusque-là beaucoup d'informations que d'aucuns n'ont pas. Il ou elle a raison. Elle vous met en garde. Ne pensez pas que tous ceux qui sont du pouvoir veulent voir Peter Tiani mourir. Il vous faut lire, cher ami. Vous pensez que nous... Attendez. Vous pensez que nous détenons nos informations de qui? Des mêmes personnes. Exactement. Qui vous dit que tous ceux qui sont au pouvoir sont contre nous? Il y a ceux qui sont attirés par la fibre nationaliste. Mais est-ce... Elle vous informe. Elle vous informe qu'il y a des gens qui veulent l'éliminer. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux, cher ami. Oh, mais là, c'est grave, là. Quand je suis en train de dire ce tweet, là, on m'envoie l'invitation. Les taux d'échange, on a pris des mesures, notamment, on doit payer en francs congolais des impôts, on doit respecter pour qu'on essaie un peu de réguler la dépréciation. Comment est-ce que vous réagissez tant qu'économiste? Et là, on prend ça et puis on finit. Bon, ce sont des solutions comprimées aspirine. On cherche à trouver des solutions palliatives. Peut-être vous serez surpris, l'État a déjà pris un certain nombre de mesures par rapport au paiement en francs congolais, mais apparemment ça échoue. Vous n'avez pas constaté que depuis quelque temps, on affiche le prix de biens et services en francs congolais. Parce que c'était une décision. On a demandé à ce que nous payions nos factures en francs congolais, équivalent en dollars. Ça ne tient toujours pas. Qui a dollarisé l'économie? C'est l'État lui-même. Quand vous dites aux gens de venir payer les impôts en francs congolais, c'est justement pour créer une valeur. Parce que là, les francs congolais deviendront de moins en moins rares et ça va donner de la valeur. Vous savez ce qui se passe maintenant là? C'est un effet psychologique. C'est un effet psychologique. On joue sur la psychologie des gens. Vous avez dit que vous avez changé le dollar à combien? On dit actuellement Moi, le samedi, j'ai changé le dollar à 2600
à 2640 francs le samedi. Ouais. J'ai vu là où on a fiché, on a effacé, on laisse 2500 ou 500 tout court. Mais lorsque vous arrivez là, si vous avez le dollar, vous négociez avec la personne qui fait la transaction. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on a obligé aux gens de baisser le taux. Ça, c'est le côté gendarme de l'État. Ce ne sont pas des mesures économiques. Ce sont des mesures politiques. Il faut trouver le point d'équilibre entre l'offre et la demande. Tout ce que l'on fait là, ce sont des incantations. Alors, profitant de cette réalité, il y a certaines personnes qui commencent maintenant à changer le taux. On vous dit, non, voilà, le taux a baissé, vous pouvez commencer à changer à 2350. Est-ce ça la réalité du marché? Parce que ceux qui changent à 2500 francs, tel que je vois sur la plupart des acteurs, vous vous rendez compte qu'ils ne veulent plus afficher parce qu'ils ont peur. Mais ce n'est pas ça la réalité du marché. S'ils veulent aider la République à avancer, ils doivent démissionner. En commençant d'abord par la gouverneure de la Banque centrale. Elle a fait preuve d'incompétence. Mais aussi le ministre en charge de finances. Parce que la situation a perduré. Ils s'applaudissent en disant, non, voilà, on a baissé. Non, en faisant quoi? Avez-vous réduit la masse monétaire en francs congolais? Avez-vous augmenté la masse monétaire en devises? Non. Ce sont des solutions comprimées aspirine. C'est justement pour voiler la réalité. La réalité est tout autre. Et vous allez vous rendre compte, ces mesures-là ne seront jamais efficaces parce que ça ne répond pas aux lois économiques. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments parce que là, après avoir donné l'information, j'ai recevé des appels. J'ai recevé des appels là sur l'invitation de Peter Siani. Vous allez nous excuser en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Alain Bolo-Joa pour votre présence. Là même, j'échange avec Peter Siani. Il est étonné même de cette invitation. Il me demande si on a déposé aujourd'hui. Là, je suis en train. Pas aujourd'hui, tout de suite. Il faut préciser. On a déposé. Nous étions déjà au plateau. Nous étions sur le plateau. On vient de déposer une invitation d'une personne qui doit se présenter aujourd'hui à 10h. Alors qu'il est déjà 10h44. C'est ça la faiblesse de votre État. Alors, merci beaucoup. À vous tous, là on finit l'émission avec Alain Bolo-Joa. En fait, Alain Bolo-Joa, on finit. Comment est-ce que vous voyez les Jeux de la francophonie à quelques jours? Bon, je n'ai pas assez d'éléments, je n'ai pas assez de maîtrise sur l'organisation, mais apparemment, des choses ont été faites. Hein. Je vois qu'il y a des infrastructures au niveau de stade Tata Raphaël, au niveau de stade Camagnola, stade des Martyrs. Espérons seulement qu'il n'y aura pas beaucoup de couacs parce que nos amis sont caractérisés par de maladresse. Ils risquent de gâcher la fête parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui se sont investis. Il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé. Mais la question que je me pose, les premières entreprises ou le premier fonds qui a été mis à la disposition de Chile Gelou, qu'en ont-ils fait? Parce qu'on ne doit pas applaudir ce que nous voyons, alors que nous ne savons même pas comment la passation de marché a été faite. Nous ne savons même pas combien a été décaissé si on doit prendre en compte l'argent qu'on avait donné au DJ. Est-ce qu'il avait restitué l'argent? Est-ce qu'il a eu à utiliser l'argent? Et pourquoi les travaux jusque-là ne sont pas finis totalement? D'après ce qu'on nous dit, ils auraient fait plus de 90% des travaux. Ça commence le 28 si je ne m'abuse pas. Ouais. C'est dans quelques jours. Ouais, espérons qu'ils vont tout finir et puis... Bon, selon des informations, on a déjà donné les clés, apparemment, à toutes les clés. Non, il y a les travaux qui continuent, Charles. Auprès du Premier ministre. J'étais là hier, il y a des travaux qui continuent. Ils doivent arrêter. Il y a des travaux. On ne doit pas faire des choses à la va-vite, justement, parce qu'on veut faire une bonne impression. Et d'ailleurs, je demande à mon frère, vous l'avez appelé comment? Premier ministre? Sam Algonde. Oui. Au nom de sa propre dignité, il doit démissionner. On ne les sent pas.
Ah. On ne les sent pas. Ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir le pouvoir, alors qu'en réalité... Vous voulez qu'il fasse quoi, juste? Non, mais il est inexistant. Non, mais effectivement, il est inexistant. Le Premier ministre n'est pas le bras séculier du président. Le Premier ministre n'est pas l'assistant du président. Même pour son honneur, il peut démissionner. Ça sert à quoi d'être Premier ministre comme ça? Ça sert à rien. Merci beaucoup. Il fait de la figuration, il fait la honte de la jeunesse. Il doit démissionner. Merci beaucoup, Alain Bodoja. Il y a beaucoup de sujets, mais le temps nous fait un peu trop défaut. On devrait vraiment plus marteler. Et à titre d'information également, Moïse Katumbi a visité ce matin son conseiller spécial au niveau de la prison de Ndolo, Salomon Kalonda, Dela, appelé affectueusement S. Kadela. Comme vous le savez tous très bien, Franck Diongo libéré. On est là à la suite. Libéré, hein? Oui, on est libéré. L'atteinte à la sûreté de l'État, on a... Bon, en tout cas, là, on ne sait pas. La détention d'armes, là, on met de côté. Là, on ne sait pas. La question, il a été arrêté pourquoi? On ne sait pas, en tout cas. Aucune communication officielle. Alors, les présidents de la République étaient avec des magistrats. Le président s'est exprimé. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais faute de temps. Merci beaucoup, Alain Bodoja, président. Les partis va bien, j'espère. Oui, ça semble aller. On se bat avec nos contraintes, avec nos difficultés. Les activités, la suite, c'est... Oui, on continue à s'organiser. Vous continuez à vous organiser. Merci beaucoup, Alain Bodoja. Merci à vous tous, on est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube Peter Kiani, RDC. Je suis Eglamique, les grandes diffusions et rediffusions aux heures habituelles. Donc vous comprenez un peu qu'est-ce qui se passe ici, parce qu'on écrit à tout moment. Et que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.